je sais pas, on avait rendez-vous à un resto à Dubaï et elle ne m'a pas répondu elle n'est pas venue au rendez-vous. Et ce jour-là, j'ai plus de nouvelles. Donc moi, je l'ai harcelée, genre en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi t'es pas venue au resto? T'es sérieuse? Enfin, je comprends pas, on avait rendez-vous et tout. Et elle m'a dit, écoute, j'ai entendu quelque chose qui m'a pas plu, voilà. C'est plus du tout la même Jazz que moi j'ai connue, en tout cas sur les réseaux. Genre, j'ai l'impression que je n'ai jamais passé un moment avec cette personne que je l'ai jamais côtoyée de ma vie, en fait. Yesta, yesta, I see you, c'était mata. Ça va? Ça va et toi? Oui, on te l'a déjà faite? Non. On t'a jamais chanté Yesta? Non, moi c'est Yesta, Fiesta plutôt, non? Ah, la fiesta. Ouais. Ouais, c'est joli. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, et aussi, Baby, I like Yesta. I like Yesta. Voilà. Ouais, c'est Ça pas tout mal, le temps, ça, ouais. C'est pas mal. Yesta. En préparant le contenu là qu'on va faire ensemble, Ouais. eh ben, j'étais sur tes réseaux sociaux. Je me suis baladée sur ton compte Instagram, sur ton compte Sneak Shop. T'as pété un plomb? Sur ton compte TikTok. Oui. Et en fait, j'ai vu tout un tas de posts depuis des années Ouais. qui m'ont beaucoup plu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ces posts? Et là, tout de suite, ça m'a fait tilt et je me suis dit, Yestagram. Instagram. Ça te plaît? Ça rime bien. Donc, je me suis ça va dit, trop bien ensemble, Yesta. On va traverser ensemble différentes étapes de ta vie au travers de tes posts sur les réseaux sociaux. Le concept a l'air sympa. Ça te plaît? Ouais. Alors, ça va être très simple. Je te passe mon téléphone portable. Toutes les photos ou les vidéos sont dessus. Quand tu passes à une autre photo, tu as juste à faire un petit slide sur la droite. Ok. Ok? On va commencer avec ce premier post que tu avais mis sur Instagram avec pour légende maman. Ouais. Et on te voit petite. Oui. T'as quel âge là? Là, j'ai 4-5 ans. Je dirais 4 ans. Ouais. Tu rêvais de quoi quand tu étais gamine? Pas grand-chose. T'avais envie de quoi? Tu t'occupais comment? Moi, j'étais enfant unique, donc j'étais que avec ma mère. Je sollicitais énormément ma mère. Et après, j'avais pas de très grandes ambitions parce que c'est un peu hard de dire pas de très grandes ambitions, mais tout simplement parce que c'est vrai que j'ai pas grandi dans un milieu où il y avait des moyens. D'accord. Au contraire, j'ai vu beaucoup ma mère galérer, ma mère avoir de gros problèmes d'argent. Et donc, du coup, pour moi, c'était ça la vie. Et du coup, je trouvais ça normal. Et je me disais, c'est comme ça que moi aussi je vais vivre, c'est tout. Donc, en fait, je m'imaginais pas autre chose. Et de devenir toi maman depuis quelques années, est-ce que ça permet de mieux comprendre aussi sa propre mère? Complètement. C'est vrai? Moi, quand j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte à quel point ma mère m'aimait. En fait, parce que quand tes parents te disent je t'aime plus que tout. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je disais à ma mère je t'aime plus que tout. Elle me disait mais oui, mais tu me dis ça, mais un jour tu auras des enfants et tu les aimeras encore plus. Et moi, je disais mais non, mais c'est impossible, maman. Et en fait, tu comprends aussi, tu comprends ce que c'est le véritable amour, l'amour qui te fait autant peur que qui te rend heureux, quoi. Et en fait, j'ai compris à quel point ça devait être dur à sa place de te faire du souci parfois et beaucoup de pression, surtout qu'elle était seule, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Donc tout ça, je me suis dit waouh. T'as connu ton papa? Oui, complètement. J'ai toujours contact avec lui, mais il n'a pas du tout été présent. Elle a vécu sa grossesse seule, a vécu tout en fait seule, et je me dis waouh. Et c'est quand moi-même j'étais enceinte, et je la trouvais pas très impliquée dans ma grossesse, et je lui en ai fait la réflexion et du fait que j'étais un peu déçue parce que elle avait toujours rêvé du fait d'être un jour grand-mère. Et elle m'a dit oui, mais tu sais, moi la grossesse que tu vis, je n'arrive pas à m'identifier à ça parce que en fait elle me dit t'as beaucoup de personnes autour de toi, t'as beaucoup de cadeaux pour le futur enfant, t'as déjà préparé la chambre. Elle m'a dit moi elle m'a dit jusqu'au jour de ta naissance je savais pas comment t'allais t'appeler. Elle m'a dit en fait j'ai mis du temps à accepter la grossesse. Elle m'a dit c'était terrible, c'était dur et évidemment il n'y avait pas de chambre, elle vivait chez des potes, enfin. Voilà, donc en fait, elle me dit, moi, ce que tu vis, j'arrive pas à m'identifier à ça. C'est une situation qu'elle n'avait pas connue, tu avais voilà, tout ce qu'elle n'avait pas eu. Voilà, et du coup, elle m'avait dit, j'arrive pas à trouver ma place. Elle me disait, j'arrive pas trop à trouver ma place. Tu as réussi à lui trouver une place, à l'aider à trouver une place? Vous avez de bons rapports?
Oui, très très bon rapport. Tous les dimanches, on fait un repas de famille avec les parents de Benoît, avec les enfants, ma mère. Avec ma mère, on n'a pas de famille, mais du coup, on s'est créé une famille avec la famille de Benoît. Et donc, du coup, maintenant, on a une grande famille. Du coup. De créer ta famille alors que tu n'avais pas connu justement le fait que tu étais fille unique et tu n'avais pas connu le fait d'avoir une grande famille autour de toi pour t'épauler. Parce que j'ai pas eu d'oncle, de tante, de grand-père, j'ai pas eu tout mais ça. Mais tu découvres alors plein de choses, plein de situations. Voilà. Et en fait, alors moi, je l'ai pas eu, mais du coup, je suis contente parce que mes enfants, ils ont tout ce que j'ai pas eu. Ils ont les grands-parents, ils ont les tatis, voilà. Et donc. Et tu penses que ça a orienté ton éducation de mère d'une certaine façon, ton passé, ton histoire? Je pense, oui. Comment? Parce que aujourd'hui, je suis très famille. Tous les dimanches, vraiment, je tiens à ce qu'on fasse nos repas. C'est moi qui les ai instaurés. Au début, mes beaux-parents, ma mère, ils disaient « Oh, t'es un peu... » voilà. Une tradition, quoi, t'as mis en place. Voilà, parce que j'ai toujours rêvé de ce schéma familial que nous, on n'avait pas. Avec ma mère, à Noël, on était 2. C'est un peu triste, quoi. Maintenant, on fait des grands tablés à Noël, on décore la table et tout. Enfin, c'est sympa, quoi. Mais écoute, je suis content parce que franchement, j'en apprends plus sur toi avec une seule photo pour l'instant. C'est vrai. Tu découvres la seconde de ton Instagram? Tu la connais, celle-là? Oui. Elle est un peu iconique. Oui, c'est vrai. Avec Geneviève de Fontenay. Alors, on est en 2014 et tu te présentes au concours Miss Midi-Pyrénées. Ouais, mais on m'a proposé de faire un concours de Miss une fois, et donc parce que je suis grande, donc on m'a proposé ça. Au début, j'ai dit bah non, ça semblait tellement à l'opposé de moi, donc j'ai refusé. Et puis ma mère, elle était un peu bon, t'abuses, t'aurais pu le tenter comme expérience, et je me suis dit bon, c'est vrai, peut-être que j'aurais dû le tenter, tant pis. Et en fait, on est revenu le même comité est revenu me voir quelques temps après, m'a dit bon, écoute, là c'est une élection départementale, est-ce que tu veux la tenter? Allez, et là j'ai dit bon, allez, vas-y, je le fais, l'expérience, je l'ai fait, et ben j'ai gagné l'élection départementale et j'ai gagné la régionale après. Ok, t'as fait Miss France? Non, j'ai fait Miss Prestige National. Donc c'est vrai? Voilà. En fait, c'est quand Geneviève venait de se séparer du comité Miss France. Donc elle a créé. Très en colère contre Sylvie à l'époque. Voilà, elle a créé son comité Miss Prestige National, et donc je crois que j'ai été la 2e année de Miss Prestige National. Incroyable. T'en gardes des bons souvenirs? Ah ok. Franchement, je vais pas te dire oui. Même pas non, mais c'était. Je pense, avec le recul, que c'est grâce à ça que j'ai été prise peut-être à mon casting de Koh Lanta. Quel lien? Parce que c'était le cliché de l'ancienne Miss. Ah, ok. Pour rentrer quand même dans des cases. Ils se doutaient pas qu'il y avait une guerrière qui se cachait derrière les ombres. Non, mais ils se sont dit, bon, ça va le faire, elle a 24 ans, c'est la petite Miss, il faut un petit profil comme ça, quoi. Donc, j'imagine, hein, on me l'a pas dit, mais moi, j'imagine que grâce à ce profil, à ce statut de Miss, j'ai dû rentrer dans une case qui m'a permis de faire Koh Lanta. Donc, je ne le regretterai jamais, ça c'est clair et net. Maintenant, avec le recul, je suis persuadée de ma première impression que ce n'est pas fait pour moi, tout simplement. On poursuit ton Instagram avec une nouvelle image. Et attends, juste pour finir, quand même, avec le recul aussi, je me dis j'aurais dû faire Miss France. Ah, t'aurais Miss Prestige, oui. Mais t'aurais pu? Non, j'aurais pas été Miss France, hein. Mais non. Juste, en fait, avec le recul, je me serais renseignée pour plutôt m'inscrire dans l'élection Miss Midi-Pyrénées, mais du comité Miss France. En fait, moi, ça venait de se séparer, donc j'y connaissais rien. J'avais jamais regardé les Miss de ma vie. Donc en fait, je suis allée là où on m'a proposé. Mais en soi, si je m'étais un peu plus renseignée, j'aurais préféré participer du coup au concours au comité Miss France, quitte à ne pas être élue, mais au moins, voilà. Bon, bref, c'était la petite histoire. On continue sur ton histoire, justement. Ça, c'est 2 ans après le concours de Miss. Ouais. C'est Koh Lanta, on est en 2016. Ah oui. C'est l'édition L'île au trésor. Ouais. Une édition qui va te bouleverser à tous les niveaux parce qu'en 42 jours, tu perds 9 kilos. Oui. Voilà. Tu rencontres le futur père de tes enfants. Quand même. Bah ouais, c'est énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'en participant à cette aventure, et tu peux pas t'imaginer ça. Toute ta vie change. Ouais. Tu peux pas t'imaginer que tu vas rencontrer le père de tes enfants là-bas. Oui, sans se brosser les dents. Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Alors, quel souvenir tu as avec du recul, ça commence à faire maintenant, de cette édition de Koh Lanta à laquelle tu as participé en 2016? Eh bien, alors ça, j'en garde que des souvenirs incroyables. Ah ouais, alors ça, je me souviens de plein de choses, plein de détails. Enfin, je peux en reparler pendant des heures et des heures, quoi. C'est vraiment une expérience autant
Autant oui, parce que j'ai rencontré Benoît, le père de mes enfants, mais c'est personnellement. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que quand je vivais l'expérience, je ne me rendais pas compte à quel point c'était incroyable ce que je vivais. Et je m'en suis rendu compte avec le recul finalement. C'est dommage, parce que quand j'étais là-bas, en fait, je voyais que le bout de mon nez, je voyais que la souffrance, la faim, être dehors, avoir froid, voilà. Et je ne me rendais pas compte de cette chance que j'avais de vivre cette expérience totalement unique. Et maintenant, avec le recul, je me dis, waouh, mais c'est fou c'est fou. J'aimerais revenir en arrière et revoir des moments, enfin, revivre des moments, quoi. Tu regrettes d'avoir fait un petit peu de télé-réalité derrière, très peu, Non. ce qui fait que ça crée un blacklist pour Koh-Lanta. Non, je ne le regrette absolument parce que sinon, pas. je suis sûr qu'on t'aurait revu dans d'autres éditions, notamment de All Star. Ben écoute, je ne sais pas parce que j'ai... alors pour te dire, de base, on avait refusé tout ce qu'on nous proposait. Et donc juste après le Koh-Lanta, on avait refusé. J'imagine que tu as tout refusé, les anges. Voilà, mais parce qu'on s'était dit qu'on allait faire le retour des héros. On voulait absolument le faire avec Benoît. On a été contacté pour le casting. Donc on a passé première phase de casting. On a été sélectionné et on est directement arrivé à la dernière phase de casting, c'est l'INSEP. Du coup, c'est là où on fait le check-up pour voir si tout va bien, si tu n'as pas de problème de santé, etc. Donc pour nous, avec Benoît, on s'était dit non mais c'est bon, enfin, c'est sûr. Et on n'a pas été pris. Pour quelle raison? Alors, le petit défaut de ALP, de Koh-Lanta, et ça, je l'ai toujours en travers de la gorge, je ne comprends pas pourquoi ils fonctionnent comme ça, c'est qu'en fait, ils te disent même pas que tu n'es pas pris, c'est qu'un jour, tu sais que les autres, ils sont partis, quoi, c'est tout. Ok, donc un peu difficile. Je trouve pas ça très. Enfin, à la limite, quand c'est les premiers castings, que c'est que des anonymes, que tu les connais pas, je veux bien que tu n'aies pas le temps de dire à tout le monde que non, tu n'es pas pris, et encore que. Mais là, quand tu les connais tous et qu'il n'y en a pas 1 million, que c'est une cinquantaine d'aventuriers, tu peux quand même te permettre d'appeler pour dire excuse-moi, tu n'es pas... Est-ce Voilà. que toi, tu as appelé pour dire mais voilà, est-ce que je peux savoir pour quelle raison on n'a pas été sélectionné? J'ai essayé, mais... Ça n'a rien donné? Bah non, c'est une machine très bien ficelée, hein, Koh-Lanta, donc en fait, évidemment, ils vont pas te... on m'a sous-entendu peut-être qu'on n'était pas assez revanchard, dans le sens où nous, quand on a passé le casting, j'avoue qu'on a dit déjà c'est ensemble ou rien. On a dit c'est à deux ou on le ferait pas. On a dit que nous on a rien. Enfin, on a déjà fait toute l'aventure. En fait, on n'est pas revanchard dans le sens où on a déjà fait 42 jours. On a fait les poteaux, on a fait l'orientation. On a vécu tout ce qu'on voulait vivre. Et la seule chose qu'on peut risquer à refaire un Koh-Lanta, c'est juste d'être déçu et de se faire éliminer rapidement et au final de faire moins bien. Enfin, voilà, Benoît, il a gagné. Moi, j'étais en finale face à lui. Donc bon, j'ai pas eu les 5 000 €. Mais, il a gagné, donc tu as gagné aussi. Ouais, on va dire ça comme ça, mais voilà, enfin, à la limite, pour mieux faire, il faut gagner les 5 000 €, c'est tout. Mais donc, c'est qu'une question d'argent, mais en soi, à part moins bien faire, c'est compliqué. Donc, du coup, j'ai envie de croire à mon destin et de me dire, écoute, c'est pas plus mal. Je sais qu'il y en a qui l'ont refait, qui ont fait une très belle première aventure et qui l'ont refait et qui l'ont regretté parce qu'en fait, la deuxième leur a pas du tout porté, ça leur a pas porté honneur, enfin, je sais pas comment te dire, mais et du coup, je me dis, écoute, c'est le destin, c'est que ça devait se passer comme ça et que fallait pas que je le refasse. Tu as raison de le voir comme ça. Je te propose d'enchaîner. Jazz. Ouais, on est en 2018 sur ce poste, avec pour légende Mon Bijou. Donc c'est Jazz qui dit ça de toi, Mon Bijou. Est-ce que tu es toujours son bijou? Non, mais non. non, je suis plus son bijou. Jazz, écoute... Pendant la bataille des couples, ça a été un énorme coup de cœur. Et je vais te dire quelque chose, jamais de la vie, j'aurais parié dessus, mais jamais de la vie. C'était la personne de télé, en tout cas, que je voyais dans la télé, que vraiment, tout ce que je n'aimais pas. Et je me disais, non, mais alors ça, vraiment, non, c'est pas possible, quoi. Quand j'ai su qu'elle faisait partie du casting, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai et tout. Et en fait, une rencontre, enfin vraiment un coup de cœur, un coup de cœur. Je me souviens, on n'était pas dans la même alliance. Mais elle et moi, ça ne s'expliquait pas, on s'aimait énormément, on passait tout notre temps ensemble et j'ai découvert une personne qui n'était pas du tout racaille comme ce qu'on pouvait imaginer, qui avait un cœur énorme, qui était très sensible, qui était vraiment une très belle personne. Et même on s'était dit, on s'était clairement dit, par contre si je dois voter contre toi, je vote contre toi et tout. Et voilà, on avait, je sais pas, on avait un truc, elle et moi.
j'ai été invitée à son mariage. Et on s'est vu une fois à Dubaï. Je suis partie en vacances une fois à Dubaï, on s'est vu. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus revus. Vous n'êtes plus jamais donné de nouvelles? Plus jamais. Tu sais pourquoi? Non. Comment on peut passer de mon bijou à no news, quoi? Écoute, je ne le saurais jamais. J'étais à Dubaï, ça se passait super bien, on s'était vus, on avait passé un bon moment ensemble et tout. Même elle s'était beaucoup confiée sur sa vie privée à moi. Elle m'avait dit des choses très intimes. Enfin, pour moi, vraiment, voilà, on avait lié une petite amitié sympa. Et je sais pas, on avait rendez-vous à un resto à Dubaï et elle ne m'a pas répondu elle n'est pas venue au rendez-vous. Et ce jour-là, j'ai plus de nouvelles. Donc moi, je l'ai harcelée, genre en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi t'es pas venue au resto? T'es sérieuse? Enfin, je comprends pas, on avait rendez-vous et tout. Et elle m'a dit, écoute, j'ai entendu quelque chose qui m'a pas plu, voilà. T'avais dit quelque chose? T'avais fait quelque chose? Jamais de la vie. Jamais de la vie. En plus, je suis tellement loyale envers mes amitiés que je le sais que c'est impossible. T'avais peiné? Ben oui, parce que je me suis dit, attends, moi je me suis remise en cause un million de fois et après, écoute, la seule explication que j'imagine, et encore c'est mon interprétation, ça serait que peut-être qu'elle s'est tellement confiée sur sa vie privée, peut-être qu'elle a flippé, parce que c'est vraiment le lendemain de ce moment-là. Parce que j'ai vraiment retracé tout le chemin, quoi. Je me dis, attends, c'est pas possible, la veille, on était trop bien, et voilà. Et je me dis, elle s'est peut-être trop confiée sur sa vie privée, et peut-être qu'en fait, elle s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, elle a voulu se rétracter et me bâcher, quoi. Ok, c'est ton interprétation. C'est mon interprétation. Qu'est-ce que tu penses de son évolution depuis 2018 que tu l'as connue, année durant laquelle vous étiez amis? Mais moi, j'avais découvert une personne qui n'était pas du tout superficielle par rapport à ce qu'on pouvait imaginer et par rapport à Laurent. Laurent qui était beaucoup très m'as-tu vu, très bling-bling, etc. Elle n'était pas comme ça. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle est devenue comme ça, en fait. Voilà, je pense que... elle a gagné beaucoup d'argent en peu de temps et que ça lui est monté à la tête. Qu'elle est devenue, peut-être ce qu'elle a toujours rêvé ou peut-être ce que Laurent rêvait d'avoir. Parce que je sais qu'elle est très amoureuse. Enfin, en tout cas, moi, en 2018, elle était très amoureuse de Laurent. Elle idéalisait tellement Laurent que je me dis peut-être qu'elle a voulu se façonner comme lui, il aurait aimé. Franchement, je sais pas. En tout cas, moi, quand j'étais à la bataille des coupes, elle avait des robes H&M, elle avait que des trucs très classiques. Même Laurent lui disait, mais achète ça. Elle disait, oh voilà. Et maintenant, elle est à fond dans le luxe et tout, quoi. C'est plus du tout la même Jazz que moi j'ai connue, en tout cas sur les réseaux. Genre, j'ai l'impression que je n'ai jamais passé un moment avec cette personne que je l'ai jamais côtoyée de ma vie, en fait. Je la connais plus. On poursuit et cette fois-ci, c'est une vidéo de ton passé. Bon, c'est avec Wafa. On en a parlé en interview en toute intimité, donc on ne va pas revenir sur tes explications. Je voulais juste savoir si depuis ces mois qui se sont écoulés, depuis que tu avais pris la parole pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé, est-ce que tu avais eu des nouvelles? Parfois, ça peut débloquer des situations. Oui, j'ai eu des nouvelles. Elle m'a écrit. Alors, je t'avoue que je m'attendais à un retour de flamme de la part de Rania et Wafa, du coup, parce qu'elles sont toujours très copines. Donc, je m'attendais à un retour de flamme de Rania et donc Wafa par ricochet. Finalement, je n'ai pas eu de retour de flamme de Rania, donc je suis très contente. Et même Wafa m'a écrit en me disant écoute, j'ai vu ton interview avec Samzira, j'avoue que c'est... elle m'a dit, j'avoue que j'aurais peut-être dû... je ne sais plus comment elle m'a dit ça, mais en gros, elle s'est excusée. Elle m'a dit, j'avoue que j'aurais pas dû faire l'autruche à ce point, comme ça. Voilà, j'aurais dû un peu plus m'impliquer dans cette histoire et tout. Voilà. Ça t'a fait du bien? Ben ouais, de ouf. Et elle m'a dit, ça serait bien qu'un jour on en discute à l'occasion. Ah bah, je suis content. Ouais. Non mais ça fait plaisir. Ouais. C'est une réaction hyper fair-play, quoi. Et oui. Oui. Il n'y a pas d'histoire d'ego là, on dirait que l'ego il a été mis. Ouais, mais complètement. Je peux te comprendre. Et quoi. Pourtant, Wafa, c'est une personne très rancunière. Elle est intelligente. Oui. Et puis, et puis je pense que vraiment, pour le coup, on a réellement été amis. C'était pas, tu vois, c'est pas comme avec Jazz où il y avait eu un gros coup de cœur, mais Wafa, c'était une amie.
véritable, une vraie amie. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là où tu as été véritablement amie avec une personne, voilà, il y a quand même un truc, ça s'oublie pas vraiment. Maintenant, elle est à Dubaï. Donc, voilà, on va pas s'inventer un conte de fées, quoi. Hein. Si elle était à Toulouse, si elle était toujours à Toulouse, je pense qu'on se serait vu, on aurait peut-être bu un verre, etc. Puis on aurait beaucoup parlé et peut-être que ça aurait pu, entre guillemets, redevenir un peu comme avant. Maintenant, dans le cas où elle est à Dubaï, je vois pas d'issue à ça. Mais bon, en attendant, maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de petite haine, entre guillemets, quoi. Bah, c'est très bien. Ouais. C'est l'essentiel. On enchaîne avec une vidéo, je crois. Que c'est votre métier, entre guillemets, de tiktokeuse qui vous a poussé à devenir comme ça. Parce qu'on sait... Je suis pas tiktokeuse, hein. Non, mais influenceuse, ce que vous voulez. Comment vous avez... Ouais. Polska, qu'on entend derrière Oui. C'est l'une des deux. Il y en avait une autre. Polska ou... comment elle s'appelle? Je saurais jamais te le dire. Obélix. Titacacoon. Ah non, mais je saurais jamais te le dire. Titamoon. Oh non, attends. Toutatis. Ah oui, voilà. Pardon. J'ai beaucoup de respect, désolé, c'est juste que je réfléchissais à voix haute. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc tu décides de mettre un filtre avec une grosse bouche très pimpée, etc. Pourquoi tu décides de caricaturer cette influenceuse? En vrai, c'est même pas elle, c'est juste que j'avais vu le truc. Alors, j'ai vu l'émission TPMP quand Guillaume Janton disait ça à... Toutatis. Alors, je ne la connaissais pas et je ne connaissais pas du tout Polska non plus, que j'ai découvert dans tes interviews après. Mais du coup, c'est juste que j'ai suivi le truc, j'ai vu que voilà, c'est vrai que c'était un peu caricatural quand on le voyait dans l'émission. Les deux, en vrai, elles sont caricaturales, mais je pense que de toute façon, c'est l'effet recherché. Donc oui, j'en ai rigolé, quoi. On enchaîne, c'est quoi? C'est une vidéo encore. En fait, quand je regarde ce commentaire et je me dis, c'est vraiment pas possible pour qui? Le tapis, il est à qui? Hein, c'est la maison de qui? C'est les petites chaussures de qui? C'est pas les vôtres. 800 000 vues pour ta réaction à un commentaire qui te juge de façon débile. On va être clair. Hein. Pourquoi répondre? En fait, tu sais, mais je pense que tu dois tu dois vivre la même chose, mais tu sais, t'en vois plein passer, ça te passe, et à un moment donné, tu brilles. Sur un truc débile, en fait. Voilà, et il y en a un, ça passe pas. Tes chaussures sur le tapis de course. Ouais, non, c'était sur le tapis. Ben là, là j'ai mes chaussures sur le tapis, voilà. Ah non, parce que tu avais tes chaussures sur le tapis? Mon tapis. D'accord. Voilà. Et ou alors non, c'était même Adrien, mon fils, qui avait ses chaussures sur le tapis. Et Benoît, il était en train de lui refaire sa couette et il avait aussi ses chaussures. Et là, mais quand je te dis, ce TikTok-là, franchement, les 3 quarts des commentaires, c'était « Non mais elle est sérieuse là, les chaussures sur le tapis, non mais c'est crasseux de faire ça, non mais non. » Et alors là, vraiment, je passais pour la crasseuse de France, juste parce que mon fils de 1 an, il avait ces chaussures là sur le tapis. Non mais calmez-vous les gars. Il y a beaucoup de commentaires comme ça qui jugent de façon... TikTok à fond. TikTok, c'est des déchaînés les gens. Ah, ça doit être pareil alors pour moi, mais je regarde pas. Ah bah faut pas. Ok. Alors Twitter, j'y vais jamais, mais bon, de toute façon, je pense que personne ne parle de moi là-dessus. Mais Instagram, toujours très respectueux, ou alors des petites critiques de maman un peu parfaite que je ne suis pas, donc forcément ça pique un peu. Mais TikTok, ça envoie. Hein. TikTok, ça envoie quand même. Ah ok, bah j'irai pas. Ah voilà, j'irai pas regarder. Non mais là, j'étais la crasseuse de France, quoi, parce que mon fils de 1 an, il a mis ses chaussures sur le tapis, quoi. Vraiment, et à force de voir le 20e commentaire là-dessus, non mais ça va les gars, calmez-vous, enfin, à un moment donné, ce ne sont que des chaussures quoi. Depuis 2016 que tu as fait Koh-Lanta, les critiques, les avis, les jugements, tu arrives vraiment à faire abstraction? Oui. Bah alors après c'est un truc de ma personnalité, je m'en foutiste, donc de base déjà, je m'en fous un peu. Des critiques, des trucs comme ça, le regard des gens et tout, j'ai toujours été pou. Mais là, encore plus. Après, évidemment, je ne vais pas mentir, il y a des fois où ça te chauffe, surtout que je suis un peu impulsive et tout, donc il y a des fois je vais chauffer, mais sinon, la plupart du temps... Et puis, en vrai, j'ai de la chance parce que j'ai pas énorme... Enfin, moi, j'en vois certains qui se font tellement déglinguer sur les réseaux qu'en vrai, je pense que j'ai quand même un peu de chance. Ma communauté, elle est... Ou alors des bonnes actions. Ou peut-être pas des mauvaises, pas des bonnes, mais pas des mauvaises en tout cas. On va dire ça comme voilà. ça. Je te propose de remonter en 2016, regarde. Oui. Je voulais retrouver mon petit chat. Oui. Ouais, je venais de rentrer de Koh-Lanta là. En 2016, tu te montres en vidéo avec une cigarette.
Est-ce qu'en 2023, ce serait encore possible, ça? Mais jamais de la vie. C'est pas un crime, attention. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est vrai que ça me choque. Même là j'ai vu, j'ai fait oh, ah ouais, ça me choque. Et tu fumes plus en plus, hein, depuis. Non, je fume plus. Bah oui. Ta relation avec le tabac, elle est terminée? Ah oui, oui. Depuis 4 ans et demi, depuis que j'étais enceinte de Juliane, en fait. Ah, c'est ça qui t'a fait arrêter? Ouais. Et j'étais une grosse fumeuse, par contre. Ah bon, tu fumais combien? 1,5 paquet par jour. Quand même. 30 de clopes par jour. Énorme. Ah oui. C'est énorme. C'est énorme. Ça t'a changé quelque chose d'arrêter? Est-ce que toi, t'as senti quelque chose? Je vais décevoir en disant ça, mais non, mais après, non. Mais parce que bon, après, j'ai arrêté de fumer, j'avais 26 ans. Donc en soi, c'est pas, je pense, comme une personne un peu plus âgée qui fait ça pour la santé, pour les choses comme ça ou quoi. Enfin, tu as 26 ans, non. Aujourd'hui, ça te choquerait de voir une influenceuse avec une clope? Bah bien sûr. C'est vrai? Ouais, ouais. Ouais, ça me choquerait. Ah non, mais de toute façon, là, je venais de rentrer de Koh-Lanta, j'étais pas suivie sur les réseaux sociaux. J'avais un compte Instagram, il n'était pas privé, mais j'avais quoi, 3000, 4000 abonnés avec les miss, c'est tout. Mais c'est sûr que là, maintenant, je vois une influenceuse avec une cigarette dans la main en train de se filmer, je me dirais, mais ça va pas ou quoi? Enfin, c'est un peu comme si tu prenais un peu le tabac. En fait, on a quand même beaucoup de... Même si j'aime pas me dire qu'on doit donner le bon exemple, parce que des fois on me dit, ouais, comment tu peux dire ça par exemple? Je vais donner un exemple. La dernière fois, j'ai été honnête, j'ai dit, bon, ben, mes fils, voilà, en rentrant de l'école, je les mets 30 minutes devant la télé. Ils regardent 30 minutes les dessins animés. Ouais, le samedi uniquement, le week-end. Oui, voilà. Enfin, maintenant, oui. Mais avant, c'était en rentrant de l'école. Ouais, mais t'as arrêté de leur faire voir la télé la Maintenant, j'ai arrêté. Mais quand j'avais dit ça, j'ai reçu pas mal de messages me disant, mais comment tu peux dire ça? Tu informes mal les gens, ils vont prendre exemple. Je dis, attends, juste je raconte ma propre vie. En fait, je vais pas vous faire croire. Enfin, moi, je ne suis pas censée être un modèle. J'ai le droit d'être juste moi. J'ai le droit de ne pas être parfaite. On me suit parce que je suis Yesta. On me suit pas pour que je donne l'exemple, quoi, tu vois. Et en fait, ça m'a énervée. Je me suis dit, mais attends, j'ai quand même le droit d'être... Tu vois, par exemple, je fais manger mon fils, je mets pas de bavoir. On me dit, ouais, pourquoi tu... Mais laissez-moi, enfin, voilà. Non, mais et tu sais que quand t'es papa et maman, les critiques, ça y va pour rien, hein, mais bon, bref. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de devoir être une affiche publicitaire pour la vie parfaite. Je suis pas comme ça. Enfin, laissez-moi être imparfaite, voilà. Donc, ça m'énerve de te dire ce que je te dis, mais quand même, le tabac, non. Le tabac, pour moi, ça serait pas... Parce que les gens, en fait, ils t'idolâtrent quand même. Donc, évidemment, une petite de 16 ans qui va voir que tu fumes, que tu as la clope à la main comme ça, elle va se dire, ouais, c'est stylé, t'as vu, elle est trop belle qu'elle fume, par exemple. Hein. Pas de moi, mais d'une autre fille, tu vois, par exemple. Donc je me dis quand même, faut faire attention à ça. Maintenant, j'imagine que les autres papas et mamans, déjà s'ils sont papa et maman, c'est que, bon... je sais pas, c'est pas des jeunes de... Bon, si, ça peut être des jeunes de 16 ans. Mais bon, je sais pas, j'imagine qu'il y a un minimum de réflexion. C'est pas parce que Yesta, elle vous dit qu'elle met 30 minutes ses enfants dans la télé que tu te dis, ah ben moi, je vais mettre 30 minutes mes enfants dans la télé, tu vois. Je sais pas, t'en penses quoi? Je suis complètement d'accord avec toi et un peu sidéré en même temps. Voilà, mais ceci dit, maintenant, la télé, c'est finito. Voilà. Oui, bon. J'ai lu ça. On enchaîne avec une photo extraite de ton compte Yes Tatouille. Ah, oui, parce que tu as sorti 2 bouquins. Il a quand même 215 000 abonnés, ce livre. Premier livre, Yes Tatouille 1. Deuxième livre, Yes Tatouille 2 aux éditions Hachette. Et là, tu as posté une photo avant-après avec une perte de poids fulgurante que tu as perdue en 2-3 mois. Ouais. C'est ouf. Ouais. Le résultat est impressionnant sur la photo. Oui. Oui, et je tiens à dire que j'ai fait les mêmes résultats en vidéo. J'ai fait en photo, mais j'ai fait aussi en vidéo. Parce que j'ai eu peur qu'on me dise un Photoshop, justement. Oui, tu as bien fait. Voilà, j'ai tout anticipé. Donc mais j'ai vu, tu avais pris 28 kilos pour Juliane. Oui. C'est ça, 16 kilos pour Adriane. Oui. Mais ça, dis-toi que le avant, il n'était même pas après les grossesses. Parce que moi, enfin si, il était après, mais pas juste après. Moi, ça me rend ouf, les meufs qui sont là, elles te montrent des photos de quand elles viennent d'accoucher, et elles te montrent des photos 6 mois après, elles te disent, t'as vu comment j'ai maigri, hein, j'ai utilisé ça, nanana. Non, les meufs, tu venais d'accoucher, évidemment, t'as dégonflé naturellement dans tous les cas. Dans tous les cas, on dégonfle naturellement. Tu perds quand même sans rien faire ou quoi. Là, c'était vraiment, Adriane, il avait 9 mois. Genre, c'est pas, je venais d'accoucher, j'étais encore gonflée de l'accouchement. Non, non. Adrien, il avait 9 mois, j'avais vraiment ces kilos-là qui s'étaient installés. Et c'était après, du coup, les 2 grossesses. Donc, voilà, c'est en écrivant mon 2e livre.
parce que j'avais écrit le premier livre. J'avais perdu mon poids pour Juliane. J'ai écrit le deuxième livre et c'est comme ça, du coup, que j'ai pu retrouver... Parce qu'en écrivant le livre avec des recettes saines et équilibrées, tu manges sain et équilibré tout le temps. Forcément. On enchaîne avec une photo, souvenir, avec le papa de tes enfants. Voilà. C'est au retour de Koh Lanta, quand on était dans l'avion, on venait de récupérer nos téléphones. D'accord. Et dis-toi que là, on était dans l'avion, du coup, de Singapour à Paris. On a récupéré nos téléphones à Singapour, très exactement. Et qu'on a récupéré. Donc, déjà, on n'était pas assis à côté dans l'avion. Donc, on a fait déplacer tout le monde pour pouvoir s'asseoir à côté. Vous êtes quand même l'histoire la plus atypique des 435 saisons de Koh Lanta. Oui, je pense. Oui, j'abuse en disant 435, mais il y en a tellement. Il y en a 20 et quelques. Oui, beaucoup plus. Enfin, un peu plus, ouais. Oui. Tomber amoureux dans Koh Lanta, ça fait quoi? Il y en a pas mal de couples qui se sont faits après Koh Lanta, mais pas forcément dans la même saison ou pas forcément... Oui, il y a dû avoir des petites coucheries. Ah bah ça... En 25 saisons. Oh mais ça, il y en a eu dans toutes les saisons des coucheries de ouf. Ah ouais? Mais après Koh Lanta, pas pendant. Pas pendant. Ah non, pas pendant. Pendant, il se passe rien. Ou alors, vraiment, ils sont déter. Hein. Mais c'est après, oh là là, tous ils copulent entre eux. Hein. Oui, mais ça fait quoi de rencontrer le père de ses enfants sur Koh Lanta, de tomber amoureuse sur Koh Lanta, quand tu peux pas te brosser les dents, quand t'as une mauvaise haleine, quand t'as les ongles qui poussent, quand t'as plein de poils. Ouais, mais tu sais, on te dit, on voit que ce côté-là de Koh Lanta, mais finalement, t'es au plus svelte de ta forme, t'es bronzé de ouf. Je sais pas, tu sais, t'es bronzé, t'es mince. Enfin, moi, je me trouvais pas moche, quoi. Évidemment, je puais, j'avais des mouches autour de moi, mais lui aussi. Mais lui aussi, il avait des mouches. Vous étiez embrassés? Jamais de la vie. Mais il avait une copine, en plus. Ah oui, c'est vrai, vous m'aviez raconté. Il avait une copine. On s'est mis ensemble exactement 3 mois après la fin de Koh Lanta. Oui, il y avait eu une grosse attirance, quoi. Ah, mais on est tombés amoureux, tous les deux, pendant les poteaux de Koh Lanta. Exactement pendant les... Non, mais je te jure que quand tu nous le demandes à tous les deux, on te dira tous les deux individuellement que c'est pendant les poteaux de Koh Lanta qu'on est tombés amoureux, alors qu'on s'est côtoyé toute l'aventure. Vous étiez dessus? Oui. On s'est côtoyé toute l'aventure et en fait, à la fin, pendant les poteaux, c'est comme si toutes les barrières du jeu étaient tombées et comme si on pouvait... Tu sais, quand t'es dans Koh Lanta, t'es quand même dans un truc, tu penses pas à ça, t'es tellement formaté, t'es en survie, je te jure, t'es vraiment en survie dans ta tête, quoi. Tu vis le truc, t'as l'impression que si tu te fais éliminer, tu meurs, tu vois, mais vraiment. Et donc, en fait, tu peux pas penser à ce genre de choses. Et quand on a fini les poteaux de Koh Lanta, c'est comme si toutes les barrières tombaient, comme si on se voyait pour la première fois, et comme si on réalisait à quel point, waouh, et genre, tomber amoureux. Et vous avez dû réaliser... sur la vidéo suivante, en tout cas le moment où vous l'avez vécu, c'est le mariage. Ouais, le mariage. Ouais. Un petit mot sur le mariage, quels sont ton meilleur souvenir? T'étais enceinte, tu te maries. C'est pas le rêve de toutes les femmes, hein, de se marier enceinte. Hein, mais c'était pas le mien non plus. C'est pas du tout le mien, mais c'est juste que je suis impatiente. Et que moi, quand il m'a demandé, on savait pas que j'étais enceinte. On était à New York, je suis rentrée de New York, j'ai fait le test de grossesse et c'était positif. Sauf que moi, impensable, j'étais au début de ma grossesse, donc 9 mois. Le temps d'après, je savais que j'allais prendre du poids. Donc le temps après de perdre mes kilos, j'allais pas attendre encore. Moi, je suis trop impatiente. Il m'a demandé en mariage, je voulais me marier. On enchaîne avec une photo. Non, c'est une vidéo. C'est une vidéo. Tu préfères les cheveux longs ou les cheveux courts? Ben, là j'aurais envie de te dire cheveux courts parce qu'ils viennent le faire et que du coup, voilà. Mes cheveux longs, c'était magnifique. Et le problème, c'est qu'ils ne se les lâchaient jamais. Et moi, j'aime bien le côté sauvage, le côté bestial et tout, des cheveux lâchés. Mais il ne les lâchait jamais. Mais de toute façon, il est beau, les deux. En vrai, tout lui va. Et enfin, dernière vidéo de ton Instagram. Ouais. Ouais, il n'y a pas le son, mais oui. T'as mis en légende, de temps en temps, je sors de mon rôle de maman et c'est sympa aussi. Ouais. C'est évident d'être une femme et d'être une mère et d'être une personnalité publique? Je pense que c'est pas évident pour toutes les femmes. Je pense que j'ai la chance d'avoir ce métier-là qui me permet de garder une très grande place
de mon côté femme, mais grâce à ce métier quand même, ça m'aide beaucoup parce que c'est quand même un métier d'image finalement. Et je sais pas, tu vois par exemple faire ces shootings photos, faire des choses comme ça, c'est des choses que tu fais pour toi. C'est rien que le fait de te faire maquiller, le fait de te faire chouchouter, tout ça. Mais évidemment que si j'avais pas ce métier-là, j'aurais pas accès à tout ça et donc ça fait pas de moi une femme parce que je me fais maquiller, mais c'est des moments que pour toi, des moments où tu te sens belle ou je sais pas. Je pense que c'est quand même une grande partie grâce à ce métier que j'ai la chance de pouvoir me retrouver aussi souvent femme et je suis admirative des femmes du quotidien, des mères au quotidien qui arrivent à sortir de ce rôle-là, parce que c'est quand même prenant. Quand t'es maman, t'es tellement à 4000% la tête dans le guidon que, en fait, à aucun moment tu te prends réellement du temps pour toi. Pareil, mon métier fait que je suis à mon compte, donc du coup, je gère mon planning. Donc moi, si je veux me prendre du temps pour moi, c'est bête, mais me faire ma séance de sport, aller me faire masser, faire des choses que pour moi, pas pour mon couple, pas pour mes enfants, pour moi, des choses qui me font du bien à moi, et j'ai la chance de pouvoir aménager mon planning. Comment elles font ces mères de famille qui travaillent toute la journée de 8h à 18h, qui le soir elles rentrent, elles s'occupent des enfants, le week-end elles sont avec les enfants, c'est dur de prendre du temps pour toi, c'est dur de te sentir toi et que toi, et de penser que à toi. Merci Yesta. De rien. Qui fait ce Instagram, ce Yestagram. Ce Yestagram. Moi aussi, j'ai adoré. Cool, hein. C'était génial. Vas-y, ta cam, elle est là. Je te laisse conclure. Tu peux balancer tes réseaux sociaux pour ceux qui te suivent pas encore. Eh bien, mes réseaux sociaux, c'est Yesta-Ilman, Yestatouille, pour ceux qui ont envie d'avoir des idées de recettes saines et équilibrées. Et voilà. Eh ben, reste plus qu'à nous, c'est français de dire ça ou pas, je ne sais pas. Reste plus qu'à nous de vous dire à bientôt. Oui. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite, on a des petites surprises encore. Bisous, ciao.